Alors, Taïg, chaque mois, je laisse les clés du studio à Edwina, qui reçoit chaque mois un spécialiste des fusions-acquisitions. Ce mois-ci, elle va recevoir maître Benjamin Garçon du cabinet d'avocats Goodwin, qui est associé chez Goodwin. Donc c'est parti pour l'interview d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Nul ne peut ignorer l'importance d'être accompagné par un bon avocat d'affaires lorsqu'il est question de négociation. C'est pour cela que je reçois aujourd'hui maître Benjamin Garçon, partenaire du cabinet d'avocats Goodwin. Bonjour Benjamin. Bonjour Edwina. J'espère que tu vas bien. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que tu dois avoir un agenda assez chargé. Effectivement, en ce moment, on est bien occupé. Benjamin, lorsqu'on entend parler d'avocats d'affaires, on pense tout de suite à la série Suits. Vous avez le même quotidien, clichés, vérité? Non, quand même, globalement, beaucoup de clichés dans la série Suits. Elle reflète bien l'atmosphère des cabinets, c'est ça qui est assez intéressant. Après, on n'a pas tous Meghan Markle qui passe dans les couloirs tous les matins. Et tout ça est quand même bien romancé. Mais ça traduit quand même vraiment l'atmosphère des cabinets, surtout aux États-Unis. Benjamin, si ça te va, on va échanger ensemble sur les différents rendez-vous juridiques d'une opération. Et on va analyser ensemble quels sont les points d'attention à avoir sur chacune de ces documents. Donc on commence par la lettre d'intention, donc qu'on soit côté acheteur ou vendeur, dans une opération de LBO, pour prendre ce cas de figure, quels sont les points d'attention à avoir? Alors quand on est côté acheteur, il n'y a pas véritablement de point d'attention d'un point de vue juridique. En fait, il faut être le moins juridique possible, j'ai envie de dire. On est encore dans la phase de séduction. L'idée, c'est vraiment de montrer ses plus beaux atouts et pas forcément de rentrer dans le détail, surtout qu'on n'a pas encore fait d'audit. Donc véritablement, il n'y a pas d'intérêt à rentrer trop dans le détail. Et à l'inverse, quand on est côté vendeur, si on est en mesure d'essayer d'imposer des choses, ça va être d'essayer d'obtenir un maximum de certitude sur la réalisation de la transaction et de cranter un maximum d'éléments, typiquement la valorisation. On sait que c'est là où tout se joue au stade de la LOI. Donc que ce soit dans un cadre d'un LBO ou du venture capital, c'est à peu près pareil? La différence, c'est que dans le venture, il n'y a pas véritablement de stade LOI puis offre ferme. En venture, on va directement sur une LOI à laquelle est annexé un term sheet. Les délais sont beaucoup plus courts. Entre le moment où on reçoit une LOI et on close un deal en venture, il va s'écouler entre 4 et 8 semaines. Là où sur une opération de LBO, il va s'écouler entre 3 et 5 mois. Très bien. Donc le document qui suit, c'est la lettre d'offre ferme suite à des audits, des audits confirmatoires. Un point d'attention sur la lettre d'offre ferme? Quand on est côté vendeur, clairement le point c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit ferme. Et donc apporter une attention vraiment particulière aux conditions suspensives, s'assurer qu'il n'y a pas de conditions de financement qui restent en place, pas de conditions de réinvestissement du management. Bref, s'assurer de la sécurité de réalisation de la transaction. C'est ça l'élément essentiel. Très bien. On va s'attarder un peu plus sur le pacte d'actionnaires, qui est un document hyper important pour régir la vie des associés. Encore une fois, on prend le cas d'un LBO. Si tu as 3 cartouches à négocier pour ton client, quelles seraient-elles? S'il y a 3 cartouches, la première c'est la révocabilité. En tant que fondateur, il va falloir s'assurer qu'il puisse rester aux manettes de son entreprise. C'est un des éléments fondamentaux. Ensuite, il va y avoir la sortie. Il est dur d'imposer qu'un fondateur ait la main sur la sortie, c'est même assez rare en LBO. Mais au moins s'assurer qu'il puisse imposer ses vues, faire participer des candidats qu'il a sélectionnés au processus et éventuellement avoir le droit de choisir entre des offres équivalentes. Et peut-être que le dernier point important, ça va être les droits de veto qu'on va consentir à l'investisseur financier, puisqu'il va falloir s'assurer que le fondateur dispose d'une liberté suffisante dans la gestion et en tout cas qu'on ne porte pas atteinte à son autonomie là-dessus. Ces points s'appliquent aussi donc, dans le cadre du capital venture ou c'est encore… Dans le venture, c'est un peu différent parce que la notion de révocabilité, elle est rarement mise en cause par les investisseurs qui sont très minoritaires et qui n'ont pas vocation à remplacer le dirigeant. Donc ce sujet-là est moins prégnant. La sortie l'est tout autant. Sur la gouvernance, pour un fondateur en venture, il va vraiment falloir s'assurer principalement de 2 choses. La valorisation, qui est tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et la composition de son board. S'assurer qu'il reste, s'il est toujours majoritaire au capital, qu'il reste bien contrôlant de son board, parce qu'au gré des tours, on sait que le board va évoluer et il faut bien assurer qu'il a la main. Exactement. Benjamin, souvent j'imagine que les parties passent beaucoup trop de temps sur des sujets qui en réalité ont une chance sur 1000 ou 10 000 de se produire. Si tu as quelques exemples à nous donner. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est souvent ce qu'on reproche aux avocats, c'est de passer trop de temps et de faire des points qu'on appelle des points d'avocat, c'est-à-dire des points qu'on va négocier pendant des heures alors qu'ils ont peu de chances de se produire. Les 2 points que je vois principalement là-dessus, ce serait peut-être les clauses sur les IPO, parce qu'on ne va pas se mentir, il suffit de regarder combien il y a d'IPO aujourd'hui en France et on peut se rendre compte que toutes les sociétés, que ce soit en LBO ou en venture, finissent par en bourse. Et ensuite, il y a toutes les clauses
Surtout en venture, et là ça s'arrête vraiment en venture, sur les clauses de garantie de passif, hein, les reps, ce qu'on appelle les fameuses reps and warranties, où avant qu'elles soient mises en œuvre, en tout cas j'en ai encore jamais vu de mon côté, c'est qu'on a d'autres problèmes. Voilà. Et pourtant on y passe beaucoup de temps. Ça me fait penser donc au contrat aussi, au contrat de cession, donc le SPA. Un point d'attention particulier? Alors le contrat de cession, ça concerne véritablement les opérations de LBO. Et là, on a véritablement des enjeux. S'il y a des garanties de passif, là, celles-ci, elles sont souvent mises en œuvre. Souvent. On va dire que c'est beaucoup plus fréquent et donc il est important de bien les négocier, de bien les relire quand on est côté vendeur. La constitution des annexes est un élément très important auquel il faut accorder une énorme vigilance. Et ensuite, toujours pareil, le même sujet, on y revient, hein, mais les conditions suspensives. Quand on est côté acquéreur, s'assurer qu'on a bien levé tout ce dont on avait besoin de garantir sur la transaction, et quand on est côté vendeur, s'assurer de la fermeté du contrat qu'on a signé. Très clair. Benjamin, s'il y a un piège à éviter lorsqu'on est avocat, qu'est-ce que c'est? La tentation de surnégocier et d'être surimpliqué sur le dossier, c'est-à-dire à la fin presque de ternir la relation. Il ne faut surtout pas oublier en fait que notre client va finir, quoi qu'il arrive, par s'associer avec la partie adverse, qui est la partie adverse le temps de la négociation, mais qui deviendra son partenaire dans le temps. Et il ne faut pas ternir cette relation en allant quelque part détériorer les relations, que ce soit avec les avocats, et donc il faut vraiment penser à préserver cela. C'est peut-être ça le principal risque. Merci beaucoup Benjamin pour ces propos qui sont hyper clairs. Donc maintenant on va passer à l'interview de vérité. En gros je te pose des questions auxquelles tu dois répondre rapidement. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. La phrase type d'un confrère duquel il faudrait se méfier? C'est une clause standard, elle est market practice. C'est quoi un avocat qui bluffe? C'est un avocat qui annonce qu'il est prêt à se lever de la table alors qu'on sait pertinemment que son client est bien trop impliqué dans la transaction pour quitter le deal. Le nombre de fois dans ta carrière où tu as dû activer une GAP, une garantie de passif? J'aurais dit un peu plus d'une dizaine de fois. Ah, quand même. Quand même. Quand même. Je m'attendais à un 0. Non, malheureusement, ça arrive. Hein, et c'est dans ce genre de situation qu'on est bien content, quand on est côté hacker, d'avoir bien rédigé ces clauses et que ça fonctionne. Parce qu'on va pas se mentir, on a toujours un vrai stress quand on a un appel d'un client pour nous dire « je vais mettre en jeu une garantie ». C'est est-ce qu'on a bien tout prévu? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'on va bien se faire indemniser? Il y a forcément toujours un moment de stress de notre côté. Et donc le nombre de fois où tu as dû activer une révocation ad nutum, donc révocation sans motif? Une seule fois. D'accord. Une seule fois, c'est assez rare. Hein. Les investisseurs, c'est très rare, oui. Que ce soit dans le LBO ou dans le venture, les investisseurs sont quand même assez respectueux du travail fait et n'ont pas vocation à couper des têtes comme on peut l'entendre malgré les réputations qu'on essaie d'y faire. Donc ça arrive rarement, ça m'est arrivé une seule fois. Donc. Et qu'est-ce qui est market practice, très market practice dans le LBO, mais qui n'est pas du tout dans du venture? Alors je le dirais à l'envers, c'est plutôt qu'est-ce qui est market practice dans le venture et qu'on ne voit pas dans le LBO. Oui. C'est que dans le venture, déjà, on a une vraie protection des investisseurs qui n'existe pas dans le LBO. Elle se fait notamment par ce qu'on appelle la liquid pref. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on assure un retour sur investissement prioritaire aux investisseurs, ce qui n'est absolument pas le cas en LBO où tout le monde est traité de la même manière. Et la deuxième chose, c'est qu'on assure à l'investisseur une protection à la baisse, c'est-à-dire qu'on lui garantit que si la société vient à perdre de la valeur, il sera compensé. Pareil, ça n'existe absolument pas en LBO. Tout à fait. Le meilleur conseil que tu aies pu donner à ton client? C'était de ne pas faire un deal parce que les conditions n'étaient pas réunies et ce client en question a attendu 2 ans plus tard pour faire une bien meilleure opération. Super, très bon conseil. Et la meilleure qualité qu'un avocat doit avoir? C'est l'équilibre, c'est trouver le bon dosage entre la défense des intérêts de son client et la défense du deal en lui-même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que le client veut faire un deal à la base, sinon il ne serait pas venu nous voir. Donc il faut trouver cet équilibre et la principale qualité, c'est de réussir à trouver le juste dosage. Merci beaucoup Benjamin pour cette interview, c'était hyper enrichissant. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina d'European Digital Group. Comme chaque mois, c'était vraiment très intéressant.